Coucou les coquinous. Un bon Halloween, c'est comme une partouze de vieux. Ça fait un peu peur, il y a des trucs à moitié morts dedans, mais c'est un peu excitant. Allez, sélection d'Halloween. Bisous, générique. Alors, commençons un petit peu par de l'atypique, ou plus ou moins. Le Shadowman, donc dispo chez Bliss Comics, en intégrale. Donc c'est du Valiant, hein, Valiant Comics. Ce petit éditeur là qui commence un petit peu à battre de l'aile ces derniers temps, à mon grand regret. Shadowman, c'est un personnage donc qui est né dans les années 90, qui a eu le droit à plusieurs jeux vidéo, figurez-vous. Et donc de quoi on retourne-t-il? De quoi s'agit-il? En fait, on a affaire à un jeune homme qui s'appelle Jack Boniface, qui va revenir dans sa bonne ville de New Orleans, Nouvelle-Orléans, et qui va découvrir que ses parents morts, en fait, hein, ils baignaient dans des trucs pas très cool, hein, meurtre, vol, tout ça, tout ça. Donc lui, bon, ça le, hein, et donc, vu qu'il veut pas avoir grand chose à faire avec ça, il va acheter le seul élément qui lui revenait de leur part, donc une espèce d'amulette, pas du tout une amulette en fait. Et puis il est con, parce que, grosso modo, immédiatement, il se fait attaquer par des espèces de démons. Et c'est la merde, hein, c'est la merde. Et donc, il va falloir qu'il se démerde avec ça. Mais se réveille donc le pouvoir du Shadowman, qui est un pouvoir issu donc de l'univers des vaudous, du vaudou en fait, hein. C'est d'ailleurs le concept que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est que ça explore, et ça va être dur aujourd'hui, ça explore donc une forme de magie qui est pas si fréquemment exploitée dans les comics, en l'occurrence le vaudou, hein, les Loa, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment plutôt bien foutu, quoi. Vraiment plutôt sympa. Ça se lit tout seul, c'est horrifique, assez horrifique, hein. Il y a des passages dans le monde des morts et tout. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Il y a des ennemis tout à fait à sa mesure, hein, le bon Shadowman. Donc, on a par exemple le Baron Samedi, hein, qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu le vaudou, qui est un personnage assez nuisible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a aussi Maître Dark. Alors, Dark, D-A-R-Q-U-E, vous voyez, comme c'est censé être à Nouvelle-Orléans et que ça parle français, on n'a pas mis Dark avec le K, on a mis Q-U-E, mais qui est un putain de très très bon personnage avec un excellent background. C'est vraiment vraiment sympa. C'est du boulot de Justin Jordan, donc à qui on doit, pour ceux qui connaissent, Luther Strode, qui est une Luther Strode, pardon, qui est une BD sur un adolescent qui se découvre des pouvoirs, mais ça part en couille, ça part en horrifique, hein, clairement. Donc le gars, il est assez connu sur l'horrifique. Et c'est vraiment vraiment plutôt bien foutu. Et ben voilà, on retrouve un peu ce côté horrifique, on retrouve un peu des images assez horrifiques, assez horreur, hein, et franchement, pour le coup, c'est du petit frisson garanti. Donc, Shadowman chez Bliss, franchement, sincèrement, si vous le trouvez, n'importe quel Shadowman, là j'ai pris l'intégrale le premier, il y en a un avec de Garcenis qui est très 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 bien, aussi il y en a plusieurs autres. C'est vraiment vraiment un super personnage avec en plus de ça, hein, un look, hein, il a une faux, il a un visage squelettique peint sur la tronche. Enfin, non, c'est vraiment vraiment très très bon. Moi je vous recommande très chaudement le Shadowman, c'est vraiment un truc vraiment sympa. Il y a même du Peter Milligan dedans, c'est vous dire à quel point c'est bon. Deuxième choix, qui est un peu chelou, un peu barré, mais il fallait que j'en parle. Voilà, le Iron Maiden, l'héritage de la bête. Alors, Iron Maiden, je situe pour ceux qui n'ont pas l'âge, groupe de métal, groupe de hard rock, pardon. Donc super connu, hein, avec des titres à ne plus savoir qu'en faire, avec en plus des couvertures d'albums qui sont juste magnifiques. Et c'est précisément le personnage donc du Maiden qu'ils vont reprendre et à qui vont faire vivre des aventures. Donc c'est Ian Eddington qui est au Sénat. Donc c'est un monsieur qui avait déjà été habitué à faire des petites choses d'horreur aussi. Pas très très connu, faut être honnête, hein. Le Maiden, ça reste un de ses premiers travaux, on va dire reconnus, hein, pour le coup.
Et donc, de quoi s'agit-il? Parce que c'est ça. En fait, le Maiden a été capturé par la bête, The Beast. Hein. Donc, bah, c'est pour le coup un personnage très diabolique. Hein. Et donc, le The Beast lui a volé des parties de son âme, en fait. Il a pété son âme en morceaux. Et il a volé des parties de son âme et il les a confiées à ses généraux, à certains de ses généraux. Donc, il y a un général un peu type nazi, il y en a un qui est dieu égyptien, il y en a un qui est un bel hommage au Burning Man, vous savez, le grand bonhomme en osier là qu'on crame dans le désert tous les ans. Voilà, il y a tous ces personnages-là, et bien sûr, il va affronter chacun de ces personnages, point par point, un par un, pour récupérer les fragments de son âme, accompagné d'une belle et jeune, enfin jeune, on ne sait même pas en fait, elle est très très vieille, mais on s'en bat les steaks, donc d'une clairvoyante, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la clairvoyante. Donc Eddie, c'est lui, hein, va avec la clairvoyante récupérer ses morceaux d'âme pour pouvoir affronter la bête. Il se passe des trucs et en fait il se fait, voilà. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Bon, c'est un scénario d'un classique de ouf, hein, en fait. Hein. C'est limite presque du jeu vidéo. Hein. C'est je fais une map, je bats le boss, je passe à l'autre map, je bats le boss. Un peu de choses près. Mais c'est plutôt bien fait. Et puis alors pour ceux qui ont toujours rêvé de voir un petit peu Eddie Maiden en action, eh ben, ma foi, eh ben, c'est l'occasion. C'est de l'horreur, hein, c'est horrifique. Hein. Il y a du démon, il y a du strum, il y a de la momie, il y a un petit peu tout ça. Il y a aussi évidemment des petites pages avec la mise en avant donc du fameux Eddie, hein, parce que bah voilà, sans la musique, le Maiden, hein, il vaut pas grand chose. Donc bon, voilà, c'est vraiment bien foutu. J'ai été surpris. C'est chez Huggin Munin, bon éditeur en ce moment, Huggin Munin. Ils ont le bon goût de publier pas mal de choses vraiment cool pour le coup. Et notamment le prochain Comics Box, donc qui nous a été concocté notamment par Xavier Fournier. Évidemment, hein, sautez dessus. Hein, il sort le 3 novembre, pour ceux qui verront la vidéo plus tard, mais le 3 novembre 2023. Hein, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, Huggin Munin nous présente le Iron Maiden, et moi je trouve que ça fait un peu Halloween hein, quand même, avec il y a une sale gueule et tout et tout. Voilà. Donc, allez-y de ma part, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien, moi j'aime bien. Ça, j'aime bien. Le Hillbilly. Le Hillbilly d'Eric Powell. Eric Powell qui est connu, en général, enfin, pour son The Goon. Elles sont très chiantes, ces petites araignées, elles glissent, c'est relou. Mais je les aime bien quand même. Donc, The Goon, à la base, Eric Powell, enfin pas que ça, il a fait Chimichanga, c'est pas facile à dire ces trucs-là. Mais ça, je trouve que c'est une de ses œuvres les plus abouties et qui, à mon goût, n'a pas le succès qu'elle mériterait. Et puis alors là, pour le coup, ça tombe pile poil dans du Halloween style, hein, mais vraiment de chez vraiment. Donc, le Hillbilly, c'est lui, c'est Rodel, il s'appelle Rodel. Et c'est un monsieur, c'est un aveugle, alors, chapeau rond, cheveux longs, barbe, larmes de sang sur la gueule, hein, il a des marques sur le visage, il a saigné des yeux, et il est équipé d'un énorme couperet dont on dit qu'il l'a dérobé au diable lui-même, en compte. Hein. Donc voilà, on est dans les Appalaches, hein, c'est des Appalaches, le sud-américain montagnard, très redneck en fait, où on a donc une vraie mythologie hein, de sorcellerie, de démons, de monstres qui entraient les forêts. Et notre bon Rodel, accompagné d'une ours géante hein, qui s'appelle Lucille, qui est son ami, qui est sa pote, hein, qui déglingue des gueules avec lui, et ben, notre bon Rodel, lui, son rôle, ça va être de chasser en fait les êtres comme ça, des sorcières. Mais alors, la sorcière au sens conte de Grimm, vous voyez, hein, la sorcière au sens Hansel et Gretel, hein, limite. Hein, et c'est vraiment super sympa. Hein. Il y a 4 tomes, 3 ou 4, 4, il me semble que c'est 4. C'est chez Delcourt. Le Hillbilly, vraiment, enfin, c'est un truc qui m'avait marqué, même au niveau graphique. Vous voyez, on est dans du graphique qui est vraiment très, très beau, très, très onirique, et avec un dessin un peu rond, très peu de couleurs. Très, très peu de couleurs, en fait. C'est très peu marqué en termes de couleurs. Mais c'est suffisant pour être morose comme il faut pour parler de sorcières, d'ésotérisme. Et puis, il met quand même des fois de la couleur à droite, à gauche, hein, histoire d'avoir
l'aspect sanglant, horrifique, etc. C'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est une petite histoire. Il reprend des espèces de contes, en fait, finalement, hein. Il réadapte pas mal de choses à la sauce Appalache, hein, et vraiment, vraiment, c'est très, très chouette. C'est vraiment bien foutu. Moi, je vous le recommande. De toute façon, tout ce qui est Powell, par définition, je vous le recommande. Déjà, là-bas, je suis un vrai fan d'Eric Powell. Et au-delà de ça, ouais, particulièrement ce Hillbilly, qui est, à mon goût, une de ses œuvres les plus abouties, aussi bien au niveau du dessin qu'au niveau du scénario. C'est vraiment, vraiment très, très cool. C'est vraiment très, très, très bon. Et oui. Hillbilly, allez-y de ma part. Là, ça va être une putain de brique. Un morceau, mon gars, mais morceau. Regarde donc, regarde donc, regarde donc. Eh ouais, vous pouvez pas passer à côté, hein, c'est Halloween. Bah, Dracula, Halloween, tout ça, ça se tient, hein, pour le coup. Le tombeau de Dracula. Le tombeau de Dracula, donc, c'est la série des années 70 qui a été, alors, au dessin, évidemment, on a le grand, l'incroyable Gene Colan, hein, avec son style très, très, très particulier, très, très marqué, hein, qu'on reconnaît. On aime, on n'aime pas. Après, on va être honnête, hein, c'est du dessin à la papa, hein, surtout au niveau de l'ancrage, c'est Tom Palmer qui l'a fait, donc c'est un ancrage qui est très marqué années 70-80. Mais c'est génialissime. Déjà, c'est un morceau d'histoire. Déjà, on va commencer par ça. C'est un morceau d'histoire qui est vraiment super bien réalisé, super bien fait. Ça tient en 3 omnibus, alors ça coûte rush, hein, c'est vrai que 3 omnibus, faut pouvoir... à la base, ils en ont sorti un tous les ans, sur 3 ans. Donc ça se dilue. Là, les trois ensemble, c'est vrai que ça peut faire un tout petit peu mal au cul. Mais c'est du béton armé. C'est du béton armé. On va voir apparaître des personnages comme le werewolf, le Werewolf by Night chez Marvel, comme Blade, le fameux chasseur de vampires, par exemple. Et puis comme le Dracula, le grand Dracula. Alors au début, ça se cherche un peu, hein. On a plusieurs scénaristes, je vais y arriver. On a Jerry Conway, Archie Goodwin, Gardner Fox, excusez du peu, hein. Les trois là, déjà, tu me les mets en brochette, je les mange sans sauce. Et finalement, c'est Marv Wolfman qui va finalement reprendre tout le reste à partir du numéro 6 ou non 7, à partir du numéro 7. Marv Wolfman va reprendre tout, elle va faire absolument toute la suite. Et c'est du conte horrifique. C'est un personnage qui va donner ses lettres de noblesse à Dracula dans le cadre de l'univers Marvel. C'est très 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 bien. Il y a plein de choses surprenantes. C'est vraiment vraiment très cool de voir ce personnage qui est à la fois un monstre, parce que Dracula c'est quand même un sacré salopard, mais au-delà de ça, qui va avoir quand même une certaine j'allais dire humanité, faut peut-être pas déconner non plus, mais une certaine façon, une certaine noblesse finalement, au regard de certaines situations. Et pour le coup, il y a vraiment, vraiment un très large choix d'aventures, d'histoires, de versions horrifiques des choses. C'est vraiment, vraiment du béton armé pour toute personne qui veut un tant soit peu s'intéresser à ce que peut être finalement l'horreur chez Marvel. C'est un passage obligatoire, vraiment un passage obligatoire. Ce tombeau, c'est the tomb of Dracula, mais le tombeau de Dracula. Et en plus, bon voilà, sur le principe de l'omnibus, ils sont pas si lourds que ça, hein, quand c'est Dracula. Les autres me tombent un peu des mains, mais ça vaut franchement. Voilà, donc le tombeau de Dracula. Je vous ai pas montré les dessins, mais c'est du Gene Colan, oui, je dis bien du Gene Colan. Gene Colan qui s'est inspiré pour pouvoir dessiner dessiner notre bon vieux Dracula. Voyez. Il s'est inspiré donc de Jack Palance. Jack Palance, qui est un acteur avec une gueule, hein, pour vous situer, ceux qui s'en rappellent, c'est dans le Batman de Tim Burton, c'est le patron de Jack Nicholson, celui que Jack Nicholson il se pécho la meuf. Pas bien ça. Donc Jack Palance, c'est puis bien d'autres choses, hein. Je vous donne le plus classique et le plus super-héros, mais Jack Palance, il a une filmographie longue comme le bras, et ce mec-là a une tronche, a une gueule, et ouais, on sait, enfin, pour rien moi, Gene Colan, le grand Gene Colan, s'est inspiré donc de ce personnage, hein, de Jack Palance,
pour pouvoir dessiner la tronche de Dracula. C'est une réussite. C'est clairement une réussite. C'est très très bon. Même si c'est des récits issus des années 70, on est sur de la grosse qualité en termes narratifs, en termes de caractérisation des personnages. Dracula, c'est un crevard, c'est effectivement un type imbu, hyper. Mais en même temps, il est prince des menteurs, enfin, il est démoniaque et pas tant que ça. Enfin, non, vraiment, vraiment, c'est très subtil, bien plus qu'il n'y paraît, de prime abord. C'est vraiment un personnage tout à fait à la fois repoussant et attachant. Si ça, c'est pas Halloween, mon gars, je sais pas ce qu'il te faut. La suite. La suite, la suite, la suite. Oula. Ou une doublette. Ouh, une doublette. Doublette. Hop là. Ben, il fallait du Cthulhu, mon gars. Et oui, il fallait du Cthulhu. Il fallait du Cthulhu et du Alan Moore. Voilà. Moi, je te fais la doublette du diable. Neonomicon, donc, et Providence. Alors, qui devrait ressortir prochainement sous la forme d'un omnibus chez Panini, puisque c'est Panini qui a récupéré les droits. Alors, omnibus que moi, je vais pas me prendre, très honnêtement, parce que je les ai déjà. Hein. Je crois qu'il y a aussi un autre récit en plus de ces deux-là, de l'autre côté, il me semble, de moi. En plus de ça, je vais être honnête avec vous, habituellement, je gueule pas trop sur les prix, sur les machins, etc. Mais là, ils le font, je crois, à 90 balles. Alors, le livre est certainement très beau, il est certainement bien relié, il a certainement un dos en toile, un tissé, objet de collection, etc. Mais je trouve que c'est un tout petit poil cher. Moi, celui-là, je devais l'avoir eu à. De mémoire, c'est 35 balles, mais je suis pas sûr non plus. Ouais, 35. Allez, on va dire 40 parce qu'on est des oufs. Celui-là, je l'avais eu à 20 balles. Même s'il y a un autre récit, là, je suis donc 40 et 20, je suis à 60 balles. Même s'il y a un autre récit supplémentaire, franchement, 90 balles, ça me fait un peu mal au cul. Après, je comprends le collectionneur, je comprends Panini aussi, qui veulent vendre un bel objet, pourquoi pas, après tout. Hein. Moi, je vais m'en passer. Ben, voilà. Et puis pour celui qui veut, à la limite, s'acheter juste l'un ou l'autre, ben, c'est pas plus mal de le prendre en individuel. Ça, c'est déjà chez Panini. Ça, c'est chez Urban, c'est l'ancienne version, mais Panini a récupéré les droits aussi. Ils ont une version. Donc, bref. Bref. Parlons un petit peu, parlons peu, mais parlons bien. Hein. Allez, on y va, ma couille. Le Neonomicon, qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est quand Alan Moore s'approprie le taf de Lovecraft. H.P. Lovecraft. Donc, je rappelle, hein, Lovecraft, grand auteur des années 20-30, qui a été reconnu qu'après sa mort, le pauvre, et qui était à moitié marbré. Hein, il avait le pauvre. On pouvait encore habiter à plusieurs là-dedans. Hein. Donc concrètement, Lovecraft, lui, il a écrit tout un univers, donc le fameux mythe de Cthulhu, et même plus que ça, hein, Kadash, etc., etc. Enfin, c'est vraiment Dagoth et tout et tout. Il était vraiment, vraiment très productif et très sombre, très sombre. Hein, son univers des grands anciens qui dirigent le monde, et avec le principe qui consiste à dire que l'humanité est tellement petite, tellement merdique, tellement tout minable, qu'on est dépassé par à peu près tout, et que quand on s'en rend compte, on devient tous dingues. C'est ça la base du mythe de Cthulhu. Et donc, Moore va s'approprier un petit peu l'univers de Lovecraft, l'univers de Cthulhu, et il va y mettre sa touche. Alors là, je dis attention, parce que ça peut ne pas plaire du tout. Hein. Il va mettre une touche que Lovecraft rendait sous-jacente, sans jamais, alors c'était à l'époque, il ne pouvait pas se permettre non plus, sans jamais réellement mettre le doigt dessus, c'est-à-dire la sexualité, en fait. Hein. Dans le Neonomicon, donc alors je vous fais l'histoire en bref, hein, c'est deux agents du FBI qui, qu'est-ce qu'ils font ces cons-là? Oui, ils enquêtent sur des meurtres un peu rituels, en fait, et ça va les conduire à la ville de Salem, Massachusetts, donc, qui est la fameuse ville des sorcières. Et d'ailleurs, une ville magnifique. Moi, j'ai eu l'opportunité de m'y rendre il y a quelques temps. C'est juste génial. Hein. Il y a une ambiance et tout. C'est vraiment cool. C'est vraiment une très belle ville. J'ai beaucoup aimé. Donc, s'en fout. Donc, Salem, il va les envoyer là-bas. Alors, Salem, il faut savoir que Lovecraft, selon certains spécialistes du genre, je ne remets pas en cause, moi-même, je ne sais pas, donc je peux m'appuyer sur leur savoir. Quand je ne sais pas, je m'appuie sur le savoir des autres. Ils nous ont dit que c'était en fait sur Salem, euh,
la ville un petit peu méridionale, au bord de la mer, tout ça un peu sombre, un peu sorcellerie, etc., que Lovecraft s'était inspiré pour sa ville fictive d'Innsmouth, qui est donc, alors, Cauchemar à Innsmouth, une des nouvelles de Lovecraft, dans lequel le héros va se retrouver dans cette ville un peu perdue avec des personnages, des personnes humaines, c'est vrai, mais qui ont des aspects peu rebutants, enfin un peu rebutants plutôt, des personnes qui ont des traits un peu, on va le dire aquatiques, quoi. Vous voyez, c'est comme... Et puis, au fur et à mesure, l'horreur va prendre place, comme souvent chez Lovecraft. On va découvrir qu'il y a toute une ville. Dans la ville, il y a tout un culte, celui d'Agoth notamment, qui est une monstruosité aquatique. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très bien. Lisez du Lovecraft, bordel de merde. On aura beau vous dire que c'est un raciste, etc. C'est vrai, indubitablement. Il avait des propos pas terribles. C'est un homme de son époque. C'est malheureux à dire, hein, mais il n'en demeure pas moins que vraiment les lectures horrifiques. Un jour, je vous parlerai, tiens d'ailleurs, d'une adaptation en manga de ce qu'a fait Lovecraft. C'est vraiment très très bien aussi. Mais voilà, Lovecraft, c'est du Lovecraft. Allez-y, franchement, honnêtement, c'est facile. Et donc, dans le Necronomicon, nos agents du FBI se retrouvent à Salem, dans lequel ils vont être confrontés à un espèce de culte un peu chelou, quoi, et franchement attaché au mythe de Cthulhu. Et ça va tourner à l'horreur très rapidement, que ce soit en termes de meurtre rituel, que ce soit en termes de créatures rencontrées et des rapports avec la créature, avec les ou là, ça dépend. Et concrètement, voilà, ça implique en plus, comme je vous le disais, comme le montre un petit peu la couve, hein, en fait, hein, quand vous regardez un peu, c'est une femme nue avec des tentacules sur elle. Vous voyez, donc c'est le tentacule, principe Cthulhu, et femme nue dessus, mon gars, je vais te dire que là, donc c'est la version un peu cucu, non, pas cucu du tout, un peu sexe en vérité, avec tout ce que ça peut impliquer. Et ça va aller plus loin dans le mythe en fait, comme peut le faire Alan Moore. C'est vraiment, vraiment super bien, mais alors on n'accroche pas. Et c'est dessiné par Jason Burrows, dont je vous ai déjà parlé, puisque c'est le monsieur qui avait fait Crost avec Garcenis. Euh, Au-delà de ça, on a notre Providence, hein, qui va lui sortir avec donc le même omnibus chez Panini, et c'est en train de se casser la gueule méchamment ça. Attendez, bougez pas, je me remets les araignées, hop, voilà, on est mieux là. Oui, on est mieux. Donc Providence, le concept de Providence, c'est que on a affaire à un personnage, donc qui est il s'appelle Roger Black, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Donc c'est un journaliste new-yorkais, juif et black. Juif, pardon, papa. Juif et gay. 1919. Tu vois un peu le malaise arriver, hein? Pas terrible, terrible. Et donc, il va mener une enquête qui va le conduire, là aussi, encore une fois, vers le tréfonds d'une espèce de forme d'horreur aquatique. Enfin, c'est très, très particulier. Alors, c'est peut-être un petit peu plus lourd à lire, puisque, comme il le fait quelquefois, Moore intègre entre les récits des passages écrits. Donc, si vous êtes vraiment BD à donf et que l'écrit vous saoule, ça peut être un peu fastidieux, hein, je vous l'accorde, mais passer à côté, franchement, ce serait vraiment, vraiment bête, hein. Alors, pour ceux en plus qui connaissent le mythe de Cthulhu, c'est blindé de références et plein de petits trucs. Il arrive à mettre en corrélation des faits qui, dans les romans, n'ont pas de lien direct, en fait, mais il arrive à les relier les uns aux autres. C'est vraiment super bon. Il fait péter même le quatrième mur, puisqu'il fait intervenir dans le bouquin le jeune Lovecraft, en fait. Le jeune Lovecraft, hein, le personnage est un personnage du livre. C'est vraiment très, très, très bon. Amoureux de Cthulhu, amoureux de Moore, vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est juste impossible. Et c'est de l'horrifique, mais bien, quoi. Ça prend les tripes, ça prend les tripes. Mais moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment, j'aime beaucoup. C'est très, très fort. C'est l'horreur de l'horreur. Voilà, voilà, mes loulous. Voilà pour Moore, voilà pour Lovecraft. Ah, dis donc, je l'avais oublié, celui-là, merde, j'aurais dû vous en parler tout à l'heure. Bon, je le sors pour me la péter un petit chouille, hein, quand même. Hein. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. L'adaptation du film de Francis Ford Coppola, donc en comics, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, ça, 90, j'ai envie de dire, enfin, ouais, milieu des années 90. Alors, tenez-vous bien quand même, hein, accrochez-vous à votre slip, parce que là, il va y avoir du vent, dans les glaouis. C'est adapté par Roy Thomas, le Monsieur Conan, tout ça, tout ça. Hein. C'est dessiné par Mike Mignola, le papa d'Hellboy, qui aurait pu d'ailleurs s'intégrer à cette chronique d'Halloween, mais il fallait faire des choix. Hein, bon. Mais bon, Mike Mignola est là quand même. Hein.
colorisé par John Nyberg. C'est très, très sympathique. Pour celui qui a aimé le film, déjà, c'est très respectueux, le film, et puis il y a le graphisme, avec ses fameux aplats, avec ces fameux effets de clair et sombre de notre ami Mignola. Non, c'est vraiment du béton armé. Moi, j'ai la version donc graphique USA. Il me semble, je dis peut-être des conneries, mais il y a un des deux, Panini ou Urban qui l'ont ressorti. Ça. Il me semble, hein, il me semble. Mais non, sans déconner, si vous aimez le film de Coppola, il y a rien à dire. C'est ça qu'il vous faut. Très, 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 très bon. Bonne petite frayeur, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer? Oui. Ah, alors ça c'est juste. Oh, il y a tout qui se casse la gueule. À un moment, ça devait arriver, hein, tu me diras. Ça, c'est juste du domaine. Ça, Frankenstein de Steve Niels et Bernie Wrightson. Ça, c'est du domaine du chef-d'œuvre. Et je rigole même pas 2 secondes. Dans tous les sens du terme. Au niveau scénaristique comme au niveau graphique. Alors, tout le monde connaît la créature de Frankenstein, hein, de Mary Shelley, Madame Lord Byron. Donc ce personnage qui était je crois que ça s'appelait le Prométhée moderne ou quelque chose comme ça. Et donc ce personnage qui était créé par un docteur qui voulait recréer la vie à partir de pièces, de morceaux de cadavres de criminels. Bah, hop, vous voyez pas mes petites araignées là. Hop, de cadavres de criminels et donc reconstitués. Et puis dont on va perdre le contrôle parce que c'est le monstre de Frankenstein. Et ben en fait c'est la suite. Que devient le monstre de Frankenstein après la fin tragique qu'on a pu voir dans le roman de Mary Shelley. Et donc, on va le voir mener sa vie, on va le voir, alors une vie torturée, hein, douloureuse, il se cherche en tant qu'individu, il se cherche en tant qu'être, vous voyez. Il n'est pas humain, il le sait, mais quand même, il est torturé par l'humanité qu'il voudrait bien développer en lui. C'est une introspection sur l'âme humaine, en fait, et sur ce qu'est la monstruosité, dans tous les sens du terme, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, comme vous en doutez bien, comme monstre dans ces pages. Et c'est l'occasion pour Bernie Wrightson de nous montrer l'ampleur de son talent. Mais c'est un maître, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste sublimissime, vous voyez. C'est des planches, alors c'est que du noir et blanc, mais c'est des planches où il va jouer avec les codifications des lithographies du début du 19e siècle, où il va jouer avec les ombres, il joue avec tout ce qui peut être ouais, ombre et lumière, avec un côté, vous voyez, avec un côté savant fou, avec un côté presque, comment dirais-je, Clintien, hein, dans les postures, dans les positions. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Il y a même un petit peu de Murnau, vous savez, le fameux Nosferatu, le premier film sur les vampires qu'on ait fait. Il y a un peu de l'esthétique Murnau très sombre, très gothique, mais c'est juste sublissime à s'en taper les couilles au sol, quoi. C'est magnifique. Vraiment, vraiment très, très bon. Je vous invite à taper dedans, mais très fort. Hein, c'est chez Soleil et c'est très bon. Je vais aller très très vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je me suis dit que je resterais à une demi-heure aujourd'hui et je vais m'y tenir. Et enfin, la dernière œuvre, qui est l'œuvre, à mon goût, par définition, l'œuvre Halloween, hein, c'est les Nocturnales de Dan Brereton, donc, qui est un monsieur qui a toujours été fasciné par les monstres, hein, on va le dire, hein, ce gars-là, même dès tout petit, hein, dès son plus jeune âge, à la maternelle, quand la maîtresse, elle dit « Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire ce midi ?»« Ah, on a qu'à dessiner des monstres !» Oh, mais carrément. Donc voilà, dès tout petit, hein, maternel le môme. Hein. Et donc, bah voilà, il s'est tenu à ça toute sa vie, à dessiner des monstres. Donc il a bossé sur des trucs comme Buffy, il a bossé sur le Batman, Serial Killer, qui est vraiment très très bien. Il a fait une partie des scripts, des storyboards, pardon, des storyboards de Ghostbusters. Il a bossé sur Vampirella. Enfin voilà, c'est un mec qui est vraiment vraiment très 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 bon. Euh, et il nous a fait The Nocturnal. Alors The Nocturnal, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnages voilà, très Halloween, hein. Halloween Girls d'ailleurs, sa fille, une espèce de vampire, un spectre. Et eux, ils vont combattre une pègre
une pègre un peu mafiosie, et en même temps des créatures qui nous viennent d'une dimension alternative très pieuvre, très squid, et c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Le dessin de Brereton, je vais y arriver, pardon, il est très réaliste, photoréalistique, et c'est super joli. Vraiment, c'est super beau. C'est chez Gil Menin, encore eux, oh, dis donc, et c'est vraiment, vraiment très sympa. Voilà, très sympa, donc désolé, la machine elle m'a coupé la gueule. Voilà, voilà. Voilà pour mes petites sections d'Halloween. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Et puis, des bisous, allez, bisous, allez, bisous.